D'ici 2035, fini le thermique à Bruxelles, il n'y aura plus que des voitures électriques. Ça, c'est la théorie. Et pour qu'on y arrive, il faut installer, construire des bornes pour recharger ces voitures. Aujourd'hui, il y a 3500 espaces en voirie pour recharger des véhicules électriques. Et la région ambitionne d'en construire, d'en installer 22 000 d'ici 2035. Ça, c'est pour les bornes publiques. Et après, à côté de ça, il y a évidemment les bornes privées, celles que les particuliers peuvent installer sur leur allée de garage quand ils en ont, ou au niveau de leur parking privatif de copropriété. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe comment. Et quelles règles? On en parle juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Alors cette question des bornes, elle mérite des dizaines et des dizaines d'émissions. On va essayer de se centrer sur le pratico-pratique maintenant. Damien Sury, bonsoir. Vous avez travaillé longuement sur le développement de ces bornes au niveau de Bruxelles Environnement. Alors rappelez-nous un petit peu combien il y a de bornes aujourd'hui à Bruxelles et combien d'espaces de recharge? Alors, à l'heure actuelle, il y a donc à la fois des bornes dans le cas de concession qui sont sur l'espace public. Et là, on est autour de 1250 bornes de recharge, donc avec chaque fois 2 points de recharge. Donc 3000 postes de recharge, oui, environ, en ordre de grandeur. Et puis, il y en a un peu moins, je dirais, dans ce qu'on appelle hors voirie, donc en dehors de la voirie, des bornes semi-publiques, donc dans des lieux privés, mais qui sont accessibles au public. Des parkings souterrains, par exemple. Voilà, des parkings supermarchés, des parkings publics, etc. Il y a ce fameux objectif 2035, c'est 22 000 stations de recharge, c'est ça? Oui, donc 22 000 points de recharge, accessibles au public, donc à la fois en voirie, mais aussi des bornes semi-publiques, en terrain privé, mais qui sont destinées aussi au public. Alors ce fameux réseau de bornes, si on arrive à 11 000 bornes, donc 22 000 stations, 22 000 emplacements de recharge, est-ce que le réseau sera suffisamment dimensionné? C'est une question qu'on pose tout le temps. Nous, évidemment, on est en contact avec Sibelga et eux sont tout à fait rassurants sur la capacité du réseau à servir et à alimenter ces points de recharge. Il faut voir aussi que ça n'arrivera pas du jour au lendemain, et donc il y a des plans d'investissement annuels de Sibelga. Ils suivent ça de façon très étroite et on n'a pas de crainte par rapport à cette possibilité de les fournir en électricité. Revenons-en en 2024. Là maintenant, à quelle circonférence est-ce que je peux trouver une borne si je me trouve à un endroit de Bruxelles en moyenne? Alors l'objectif, c'était que l'ensemble des ménages bruxellois se trouvent d'abord à moins de 250 mètres d'un point de recharge, c'est déjà le cas, et ensuite maintenant à moins de 150 mètres. Bon, ce ne sera jamais 100%, mais il y a toujours des gens qui habitent dans des endroits très reculés. Mais je dirais que plus de 95% des ménages bruxellois se retrouvent maintenant à moins de 150 mètres d'un point de recharge. Est-ce que les quartiers sont uniformément desservis, ou alors il y a des quartiers à indice socio-économique un peu plus important où il y a plus de bornes parce qu'on sait qu'il y a plus de voitures électriques là-bas? Comment ça se passe par rapport à ça? Alors au tout début, effectivement, on a tenu compte notamment de l'indice socio-économique, puisqu'on sait que les véhicules électriques, comme ils sont assez chers encore à l'achat, mais moins chers à l'usage, ils sont plus achetés par des ménages qui ont des revenus plus importants. Cela dit, maintenant, depuis déjà 1 an, on installe et on fait une cartographie pour voir où on installe les nouveaux points de recharge en fonction de l'utilisation des bornes existantes. Et donc il n'y a plus vraiment ce critère socio-économique ou même de densité de population. On va plutôt regarder, tiens, dans ce quartier-là, on voit que les bornes sont déjà beaucoup utilisées. Et on va redensifier à cet endroit-là pour être sûr de toujours coller à la demande des utilisateurs de ces bornes. Cette carte interactive, elle est disponible, c'est Electrify Brussels, je pense que c'est ça le site, c'est ça? Alors Electrify Brussels, c'est effectivement le site sur lequel on communique tout ce qui a trait à l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. On y trouve une carte, effectivement, avec l'ensemble des points de recharge qui sont disponibles, à la fois en voirie publique, mais aussi les semi-publics. Il y a aussi des guides d'installation, que ce soit pour les particuliers, en maison unifamiliale ou en appartement, pour les entreprises, etc. Donc il y a vraiment toute une série d'informations qui sont disponibles sur ce site. Et la carte, par contre, pour les nouvelles installations de bornes, celle-là, elle est réalisée annuellement par la VUB, qui a développé tout un modèle, qui d'ailleurs, ils ont écrit une série de papiers scientifiques, ils le présentent dans différents pays au niveau mondial même. Ça a été assez fort reconnu. L'expertise qui a été développée par la VUB pour Bruxelles est reconnue au niveau mondial, je dirais. Et donc, cette carte-là, elle est publiée annuellement, donnée à Sibelga, qui va alors voir les différentes communes pour qu'elles puissent choisir dans ce qui leur est proposé ce qui leur semble le plus pertinent
pour leur territoire en particulier, et puis c'est mis sur le marché et un opérateur qui les installe dans la rue. Damien, parlons de moi, bruxellois. Et si je souhaite installer une borne, par exemple, si j'ai la chance d'avoir une allée de garage ou alors que j'ai un parking privé, comment ça se passe? Quelles sont les premières démarches pour installer une borne électrique? Alors, je dirais que soit on est dans une configuration de maison unifamiliale et là en fait il faut simplement faire appel soit à un électricien, soit à une entreprise qui est un opérateur. N'importe laquelle? Il y a une série d'entreprises qui sont d'ailleurs renseignées sur le site. On a essayé d'être exhaustif, donc s'il y a d'autres entreprises qui ne sont pas reprises sur cette liste, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Mais donc voilà, on a fait la liste de toutes les entreprises qu'on connaissait en tout cas actifs sur Bruxelles pour installer un point de recharge chez un particulier ou dans une copropriété. Dans une copropriété, par contre, là, il y a des règles un peu plus contraignantes puisqu'il faut pouvoir avoir idéalement l'accord des autres copropriétaires pour faire ça ensemble. Ça a beaucoup plus de sens. Et à partir de 10 emplacements de stationnement dans le parking, il y a d'ailleurs des règles qui s'appliquent parce qu'il faut un permis d'environnement et là, il y a des règles spécifiques qui vont s'appliquer pour l'installation des points de recharge. La question des copropriétés, on y reviendra dans quelques instants, mais si je souhaite faire chez moi, par exemple, à proximité de mon garage, est-ce qu'il y a besoin d'une puissance électrique particulière, des assurances particulières? Est-ce que les pompiers doivent donner leur accord, ce genre de choses? Non, pour une maison unifamiliale, pour peu que ce soit fait par un électricien et que ce soit vérifié après par une société qui fait la vérification des installations électriques, il n'y a pas de demande particulière ou pas de permis particulier à demander pour installer un point de recharge. En moyenne, c'est combien pour installer une borne comme ça chez soi? Ça coûte cher? Il faut compter, à mon avis, entre 1000 et 2000 euros maximum. Tout dépend de la puissance qu'on demande. En principe, le réseau électrique et le raccordement au réseau électrique qu'on a chez soi est tout à fait suffisant pour une puissance normale. Normalement, un Bruxellois, il va pouvoir recharger son véhicule pendant toute la nuit, donc il n'a pas besoin d'une puissance très importante. Et donc, ça n'engendre pas de frais particuliers supplémentaires. Pour les particuliers, il y a des redevances particulières, des taxes particulières si on installe une borne, ou alors c'est taxé comme l'électricité, comme pour tous les Bruxellois? Non, c'est l'électricité, peu importe qu'elle soit utilisée pour un grille-pain, pour un véhicule électrique, c'est taxé de la même façon. Est-ce qu'il y a un entretien particulier à avoir avec ces bornes? Non. Non, pas particulièrement. Bon, évidemment, ça vaut la peine quand même régulièrement de faire vérifier son installation électrique, mais il n'y a pas de recommandation particulière pour les bornes de recharge. En quelques mots, on parle souvent de recharge intelligente. C'est quoi la recharge intelligente? Et est-ce que c'est nécessaire pour moi si j'ai une voiture électrique? La recharge intelligente, c'est l'idée de recharger à des moments où le réseau va être le moins sollicité. Donc typiquement la nuit, il y a moins d'utilisation et d'appel de puissance sur le réseau électrique de Siberia, et donc ça a plus de sens de l'utiliser à ce moment-là, ou à des moments où le bâtiment dans lequel se trouve la borne est en train de produire l'électricité. Donc la journée, s'il y a des panneaux solaires et qu'il y a du soleil, c'est aussi évidemment un excellent moment pour recharger son véhicule électrique, puisque l'électricité sera relativement peu chère, et que si on n'utilise pas soi-même, elle est réinjectée sur le réseau, mais on reçoit assez peu d'argent pour ce service. Donc ça, c'est, je dirais, la base de la recharge intelligente. Après, ça peut aller assez loin. On peut avoir des systèmes où plusieurs bornes communiquent entre elles, et par exemple, une personne va dire, tiens, moi, je dois partir dans 2 heures, donc est-ce que mon véhicule peut être rechargé avant les autres? On peut aller encore même plus loin avec des systèmes où les voitures vont emmagasiner de l'électricité au moment où beaucoup d'électricité est produite par les sources d'énergie renouvelables, et puis elles peuvent être éventuellement réinjectées sur le réseau ou utilisées dans le bâtiment quand il y a plus de consommation d'électricité. Je pourrais par exemple brancher ma machine à laver sur ma voiture quand l'électricité est là à ce moment-là, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Ça nécessite alors de la communication entre le véhicule et le bâtiment, et il faut s'assurer aussi que ce soit permis par le véhicule. C'est ce qu'on appelle les véhicules bidirectionnels, je pense. Voilà, exactement. Voilà, on en parlera dans d'autres émissions sans nul doute. En tout cas, merci Damien pour ces informations très intéressantes sur cette recharge. Alors vous vivez peut-être en copropriété, là ce sont des enjeux particuliers et on va voir tout de suite lesquels. C'est un enjeu aujourd'hui, mais c'est aussi et surtout un enjeu pour les nombreux Bruxellois qui vivent en appartement, un enjeu pour demain. La question des bornes électriques dans les copropriétés, on va en parler avec Marianne Palamides. Vous êtes juriste au syndicat national des propriétaires et des copropriétaires. Alors, installer une borne pour voiture électrique en copropriété, c'est facile ou c'est un parcours du combattant à Bruxelles? C'est un peu entre les deux.
Parce que vivre en copropriété, de manière générale, pour obtenir quelque chose, il faut passer par une assemblée générale. Il faut prendre les décisions selon des règles de majorité. Il faut voter selon des règles de majorité spécifiques. Et après ça, évidemment, il faut pouvoir financer aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut par exemple attendre une assemblée générale pour pouvoir demander l'autorisation d'installer une borne ? Il faudra attendre parfois un an, la tenue d'une assemblée générale, que ce soit ordinaire ou extraordinaire, peu importe, mais il faudra une assemblée générale pour que la décision puisse être prise. Alors, on veut installer sa borne, c'est exact. La première chose qu'on va faire, on va effectivement faire sa demande. D'abord, ça dépend ce qu'on est. Hein. Est-ce qu'on est copropriétaire ou bien est-ce qu'on est locataire ? Bon, si on est locataire, on va passer par son syndic, par son bailleur, avant de pouvoir aller, le bailleur allant chez le syndic, se faisant l'intermédiaire, l'interface entre le demandeur et la copropriété. Donc la demande va être faite au syndic. Elle doit être faite dans une forme précise, pas recommandée, avec l'adresse de l'expéditeur. Et à partir de là, évidemment, le syndic va devoir répondre. Évidemment, il ne va pas engager tout seul la copropriété. Il va devoir interroger l'Assemblée générale sur ce qu'elle veut faire, quelle est sa position sur la question. Et alors, il faut d'abord l'accord, évidemment, pour installer les câbles, en quelque sorte, qui permettent de mettre la borne. Comment ça se passe par rapport à ça ? Est-ce que vous avez connaissance de cas où c'est particulièrement compliqué ? Je n'ai pas de connaissances spécifiques par rapport à ça, parce que de toute façon, pour parler d'installation de bornes en copropriété, comme on le disait déjà tantôt dans l'autre intervention, il s'agit effectivement d'immeubles dans lesquels il y a des parkings qui ont 10 ou plus de 10 emplacements. Pour pouvoir installer. Ça va être la nouvelle législation. Ça va être la nouvelle législation. Donc, jusque maintenant, c'est vrai que tout copropriétaire a le droit de demander à un droit légalement d'obtenir quelque chose, d'avoir ce droit. Néanmoins, il doit passer par cette demande-là. Il fait la demande, il doit attendre la réponse de l'Assemblée générale. Il ne va pas pouvoir le faire d'office. Ce qui voudra dire aussi que la question qui va être faite, c'est qu'il doit expliquer son projet, il doit pouvoir le justifier s'il y a une optimisation de l'infrastructure, et surtout, ça ne doit pas surcharger les autres copropriétaires quant à sa demande. Bien sûr. Et ensuite, après, au niveau de l'électricité, par exemple, ce sera tout le débat. Parce qu'une assemblée générale qui nous dit que je m'y oppose ou je suis d'accord, peu importe. Bien sûr. Si je suis d'accord, tant mieux pour le copropriétaire concerné. Mais il va vraisemblablement, et la plupart du temps, passer par les communs. Ça va impacter les communs. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'il ne pose pas de problème de nuisance, qui ne cause pas de nuisance, outre la question de la surcharge financière pour les autres. Donc, la copropriété va prendre sa décision. Elle a le droit de s'y opposer dans les 2 mois de la demande qui lui aura été faite. Et cette décision, elle peut être négative. Donc, je m'oppose au placement pour des raisons. Il existerait déjà une infrastructure où il n'y en a pas. Et il y a des atteintes à l'apparence de l'immeuble, à la sécurité, à la jouissance ou encore à la... Et Marianne, une petite question par rapport aux assurances, par exemple. Une assurance incendie, alors qui devrait payer ? Est-ce que c'est uniquement tous les copropriétaires ou c'est à chaque fois ? Ce sera toute la question. Parce qu'on change le risque. On change le risque, ce qui voudra dire que c'est l'assureur qui va devoir être interrogé. C'est l'assureur qui vraisemblablement va dire oui, parce que le dimensionnement des compteurs, il va falloir... Il sera concerné. Et bien entendu, le risque étant différent, vous savez, à l'époque, il y avait une taxe sur la force motrice. Auparavant, on avait une assurance particulière pour nos ascenseurs, qui maintenant a été incorporée dans l'assurance globale de bâtiment pour les ascenseurs. Donc les bornes... Je ne sais pas comment ça va se produire à l'époque. À terme, ce sera probablement le cas. Vraisemblablement. Mais là, on est dans une période de flou pour l'instant. Ce sont les assureurs qui vont devoir prendre position au cas par cas. Donc, s'il y a des primes ou des surprimes ou autres, l'assureur le dira. Et donc, si l'intéressé veut toujours, oui.
ça se trouve dans la copropriété, mais ce sera évidemment à charge de celui qui a généré cette demande, cette dépense, de la prendre en charge. C'est bien compris, Marianne Palavides. Merci de nous avoir expliqué un petit peu comment ça se passe. Et donc, vous le voyez, hein, il faut vraisemblablement, évidemment, passer par l'Assemblée générale pour avoir réponse à toutes ces questions. Et puis, probablement que dans les prochaines années, la législation va s'éclaircir autour de tout ça. C'est pour ça aussi qu'on répond à vos questions en termes de mobilité et qu'on sera là la semaine prochaine. Même heure, même tram. Excellente soirée.